Euh, et pour vous dire d'ailleurs, j'aurais aimé être présent avec vous à Louvain-la-Neuve cette semaine. Malheureusement, mon emploi du temps a été très très serré pour, pour les enseignements en fin de semestre. Très bien, donc je vais commencer ma présentation puisque on est un petit peu en retard. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps non plus. Donc, je suis Cyril Baudin, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Je suis inscrit actuellement dans un laboratoire de l'Université de Strasbourg qui s'appelle le LISEC. Donc, je viens vous faire une présentation intitulée L'autre face de la participation citoyenne, les formes de reconnaissance de la connaissance dans la controverse sur la géothermie profonde. Donc en fait, je viens vous présenter les travaux réalisés avec l'équipe SHS du LABEX Géothermie profonde, qui a été dirigée par Philippe Chavot, et avec une équipe de recherche composée de chercheurs issus du CREM, du LISEC ou d'un autre laboratoire, le SAGE à Strasbourg. Alors, ce travail prend place dans la controverse sociotechnique qui est apparue dans l'Eurométropole de Strasbourg, l'EMS, au cours des différentes étapes du développement des techniques de géothermie profonde en Alsace. Alors, ce travail est un travail de long terme sur la controverse et nous avons mené avec cette équipe une analyse des discours publics et médiatiques. Nous avons également mené une étude des dispositifs de délibération ou de participation déployés localement. Alors, ce sont les enquêtes publiques, ce sont les comités de suivi de sites, mais c'est aussi une grande diversité de débats publics qui ont pu être organisés localement par des municipalités dans le cadre du déploiement des centrales en géothermie profonde. Nous avons aussi mené une analyse des discours et des stratégies d'acteurs, et notamment de la mobilisation sociale qui va se former durant cette controverse sur les techniques de géothermie profonde. Alors aujourd'hui, je vais me servir de ces éléments d'un vaste corpus, mais surtout en les recoupant avec un autre volet de notre étude, qui était de réaliser des focus group avec des citoyens riverains, c'est-à-dire des personnes qui habitent proches des centrales ou des projets de centrales, ce qui va me permettre certains recoupements et de faire avancer une réflexion sur les formes de reconnaissance de la connaissance dans les controverses. Avant de rentrer dans le développement aussi, je vais brièvement expliquer ce développement des techniques de géothermie profonde en Alsace. Alors, tout d'abord, en Alsace, nous sommes dans une région qui présente des caractéristiques géologiques très intéressantes et propices au développement de la géothermie profonde. Donc, l'Alsace se situe sur un bassin d'effondrement dû à l'activité tectonique, c'est le fossé rhénan, et le gradient géothermique y est particulièrement favorable pour le développement d'applications industrielles. Alors, c'est la raison pour laquelle les politiques publiques en matière de transition énergétique se traduisent en Alsace par le développement de la géothermie profonde, peut-être plus que par l'éolien ou le solaire. Et puis, l'Alsace dispose également, ce sont des facteurs patrimoniaux et culturels locaux. L'Alsace dispose d'une longue histoire dans l'exploitation industrielle des sous-sols et de ses ressources. Donc cette région a également été un laboratoire pour le développement de l'industrie pétrolière. Donc je peux citer par exemple ou mentionner les anciennes sociétés, l'ancienne société Antar ou Schlumberger, qui existe toujours d'ailleurs, qui est une société mondiale d'exploitation pétrolière. Et puis, s'est développé aussi en Alsace de nombreux instituts, je pense à l'Institut Lebel par exemple, qui a permis le développement des sciences permettant l'exploitation industrielle des sols et notamment des ressources pétrolifères. Alors, les projets en géothermie profonde menés en Alsace se distinguent notamment par la très grande profondeur des forages. On se situe entre 4 et 5 km de profondeur le plus souvent,
Et puis ces forages visent à capter une aquifère emprisonnée dans un socle granitique dont la température peut avoisiner les 200 degrés. Donc cela permet de faire fonctionner des générateurs en surface, voilà, en faisant remonter cette eau et en la réinjectant par la suite. Alors, les techniques de géothermie profonde présentent toutefois des bénéfices, mais aussi des risques. Il s'agit d'une énergie renouvelable, non intermittente, c'est-à-dire qui ne dépend pas des niveaux d'ensoleillement ou du vent. Et donc, sa production est stable tout au long de l'année, et puis elle est prévisible également. Et toutefois, alors, ces techniques présentent aussi des risques. Il s'agit de risques de sismicité induite ou de déformation des sols. Et puis, il y a également des risques de pollution des eaux en surface en faisant remonter des eaux profondes qui sont chargées de métaux lourds. Alors, pour revenir aussi développer un petit peu cette question des risques, il y a eu un forage sur le site de Reichstedt-Vendenheim, c'est à une dizaine de kilomètres de Strasbourg, au nord, donc un forage qui était en cours et qui a occasionné en fait une sismicité qui pouvait aller jusqu'à 2,6 sur l'échelle de Richter, avec plusieurs événements à partir de novembre 2019. Donc c'est une sismicité que l'on a ressentie également à Strasbourg et notamment dans les quartiers nord de Strasbourg. Voilà, donc ce sont des risques potentiels qui se sont réalisés. Voilà. Alors, je reviens aussi sur ce point, toujours en introduction, c'est qu'une grande variété de dispositifs dits de participation, entre guillemets, ou de délibération, toujours entre guillemets, a été déployée au niveau communal ou intercommunal. Et très souvent, lors des débats publics, une forme de vulgarisation a pu être mobilisée par les autorités, qu'elles soient politiques, scientifiques ou économiques, afin de disqualifier les acteurs porteurs d'une contestation. Donc la vulgarisation est aussi l'outil d'une assignation sociale à certains rôles qui a été utilisé dans les débats publics au niveau local. Et puis, alors la vulgarisation peut être perçue comme un discours qui fait appel à une forme spécifique de reconnaissance sociale de la connaissance scientifique. Et la vulgarisation est porteuse de valeurs. Le progrès technique, l'idéologie de progrès ou l'idéologie de progrès et de l'innovation plutôt aujourd'hui. Elle est aussi porteuse de catégories sociales, le scientifique au singulier ou la science au singulier, ce qui pose problème, mais aussi elle construit par le discours l'image d'un public profane qui doit être interrogé. Et donc ces hiérarchisations sociales se réalisent toujours en fonction du rapport présupposé des individus par rapport au lieu de construction de la science. Je mets bien des guillemets quand je parle de la science, car c'est toujours la science envisagée dans un ordre positiviste des connaissances scientifiques. Et finalement, la vulgarisation a pu être aussi utilisée dans ces débats publics ou dans la production de discours médiatiques, a pu être utilisée pour conditionner l'accès aux instances de l'énonciation publique, toujours en fonction de cet ordre positiviste des savoirs. Alors, donc c'est un petit peu l'hypothèse que je travaille aussi au cours de cette réflexion, c'est de penser cet idéal de la vulgarisation comme s'opposant en fait à celui des débats publics et du principe de publicité tel qu'il avait pu être défini et travaillé par l'école de Francfort et notamment Jürgen Habermas. Cela se renvoie aussi à certains de mes travaux antérieurs, notamment mon étude du dispositif de la Commission nationale du débat public sur les nanotechnologies entre 2009 et 2010. Donc, pour synthétiser, la vulgarisation est aussi un outil de dépolitisation des controverses socio-scientifiques. Alors, je vais développer un plan en 3 parties. Premièrement, je vais développer la méthodologie et les objectifs de ces focus group, de ces entretiens qualitatifs de groupe.
Dans une deuxième partie, je vais revenir sur les motivations des citoyens riverains qui vont s'impliquer dans ce dispositif de recherche. Et puis, troisièmement, je vais développer les principaux résultats en matière de médiation socio-scientifique dans les controverses environnementales. Alors, la méthodologie des focus group, notre problématique était de mieux comprendre, au titre d'une approche inductive, les modalités de l'engagement des publics dans la contestation sociale des techniques de GP. Alors, d'un côté, la contestation de la GP, la géothermie profonde, hein, bien évidemment, avait pu être désignée, cette contestation, en tant que manifestation irrationnelle de craintes ou de peurs que l'on retrouve, c'est un discours que l'on retrouve très souvent dans les discours technophiles, face au développement technique. Et ce discours avait pu notamment avait été repris par la préfecture à la suite des rapports qui avaient été rendus lors des enquêtes publiques dans plusieurs municipalités qui composent l'EMS. Ce discours, on peut en trouver une variante aussi dans la presse quotidienne régionale, notamment avec certains journalistes qui évoquent un obscurantisme à l'endroit de la contestation sociale. Alors, notre objectif était de comprendre comment et pour quelles raisons les résidents se mobilisent. Alors, l'une de nos hypothèses porte sur les savoirs mobilisés par ces résidents, qui semblent mobiliser une pluralité de formes de savoir afin d'évaluer les projets entre savoirs dits scientifiques ou savoirs experts, et puis aussi des savoirs d'usage liés profondément à la vie locale, au territoire. Nous souhaitions aussi produire une représentation de l'opinion publique dans cette controverse qui ne repose pas seulement sur des critères quantitatifs, tel un sondage d'opinion par exemple, mais bien plutôt sur des critères qualitatifs, ceux de la participation libre, gratuite et solidaire. Ce sont des critères qui ont été définis par Éric Dacheux il y a quelques temps déjà. Alors en 2018, donc, nous avons mené 6 séances d'entretien collectif de type focus group auprès de ces citoyens résidents, c'est-à-dire ceux qui habitent à proximité de centrales déjà produites, déjà construites, hein, qui fonctionnent, ou alors d'unités de production qui sont en cours de développement, donc qui ne sont pas encore forcément finalisées, ne serait-ce que sur le papier. Alors, nous avons réuni 28 participants lors de 6 séances de 2 heures environ. Et puis, nous abordions 4 thèmes d'entretien qui proposaient des scénarios semi-fictifs relatifs aux modes de production et de consommation énergétique, ainsi qu'à leur transition dans leur territoire. Alors, ces participants donc, ont été sélectionnés selon un mode semi-aléatoire. Alors, nous avions opéré avec une première étape qui était la réalisation d'un questionnaire en face à face, dans la rue, selon la méthode des quotas. Et puis, chez les répondants, nous proposions à la fin de ce questionnaire de s'inscrire pour participer ultérieurement à des entretiens qualitatifs de groupe. Et donc, 220 personnes sur 881 répondants se sont inscrites, se sont manifestées, et nous les avons démarchés pour participer à ces focus group. Donc, à la fois, ils ont été sélectionnés d'une manière aléatoire au travers du questionnaire, mais à la fois, c'est bien un engagement de type participatif dans leur volonté de participer au dispositif de recherche dans cette deuxième phase, les focus group. Excusez-moi, oui, il vous reste environ 5-6 minutes. Ouais. 5-6 minutes. Alors, d'accord, je vais accélérer. Donc, notre premier questionnement portait sur les profils des participants engagés dans le dispositif. Donc, ces 28 participants présentent des caractéristiques sociodémographiques aux tendances relativement homogènes. Notamment, elles présentent un âge plutôt avancé, en moyenne 62 ans pour les 28 participants, de sexe majoritairement masculin. 8 femmes seulement ont participé à ces séances. Et puis, ces personnes ont aussi exercé, pour la plupart, des professions de haute technicité.
ingénieurs, techniciens qualifiés, chercheurs, cadres en recherche et développement ou cadres dans des institutions bancaires, par exemple. Les motivations également, alors ces participants expliquent leur motivation par un attrait souvent d'ordre professionnel pour l'innovation technologique. Et puis d'autres personnes expliquent aussi cette motivation, cet engagement dans le dispositif de recherche au travers d'une connaissance préalable des projets situés, des projets de géothermie profonde situés à proximité de leur domicile. De nombreux participants déclarent également, en venant aux séances, vouloir acquérir de nouvelles connaissances sur la géothermie profonde en discutant avec les autres participants. Tant et si bien que ce type de dispositif de recherche permet de produire des connaissances pour les chercheurs, mais aussi pour les participants au focus group par la production d'un échange entre participants. Alors, j'en viens directement aux principaux résultats pour accélérer un petit peu ma présentation. Donc, il y a toute une réflexion qui a été montée, bien sûr, sur l'information et sur les sources mobilisées par ces participants dans le cadre d'échanges d'arguments qui a été organisé par les focus group. Et donc, on trouve une information assez hétéroclite, des sources d'informations. Par exemple, un participant viendra à l'une des réunions avec une liste de produits chimiques qu'il a trouvés sur Internet. Nous n'en saurons pas plus pendant le débat. Des produits chimiques donc, qui sont utilisés par la fracturation hydraulique des sols, par exemple. Et puis, on retrouve aussi de très nombreuses mentions faites à une information experte, spécialisée, en provenance d'institutions locales notamment, comme le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, ou l'ADEME, qui dépend du ministère de l'Environnement. Donc, ces sources d'informations fréquemment évoquées lors des discussions à propos de l'AGP, les médias aussi généralistes seront fréquemment évoqués, mais avec une forte défiance, une forte critique des discours médiatiques et notamment des produits de vulgarisation. On va retrouver également, j'accélère toujours un petit peu, une forte critique des élus politiques, à la fois au niveau national et au niveau local, et une critique plus générale des structures politiques où le mandat politique de court terme entraînerait un dévoiement en fait des politiques environnementales et de transition écologique et ou énergétique qui, elles, ne pourraient se réaliser que dans la cohérence et dans le temps long. Donc cela échapperait en fait au court-termisme des mandats électifs. Et puis, d'une manière générale, se dégage assez souvent, spontanément au cours de ces focus group, une position plutôt consensuelle, alors chez les participants, lorsqu'elle est mise en discussion dans le dispositif de recherche, c'est que les citoyens devraient, au niveau local, pouvoir exercer un contrôle, une vérification et même une opposition pesant sur les décisions politiques nationales et locales. Cela permettrait de faciliter les limites proprement structurelles de la représentation politique que j'ai brièvement exposée. Et puis, attendez. Et cela permettrait également une mise en discussion pluraliste de l'expertise qui est présentée par les participants comme une expertise à chaque fois, non pas au singulier, mais polyphonique. C'est-à-dire que chez les experts, cela arrive aussi souvent dans les discussions, les experts ou les chercheurs spécialisés, il y a une forme de polyphonie, c'est-à-dire qu'il y a une absence de consensus qui conduirait la décision politique d'une manière favorable ou défavorable par rapport au projet. Et même si, d'un autre côté, on relève chez les participants l'expression d'une confiance envers les institutions et administrations de la recherche publique, qui est clairement exprimée, et que l'on avait déjà pu relever par rapport à d'autres volets de notre étude de cette controverse. Alors, en conclusion,
L'opposition au développement de la géothermie profonde en Alsace, au travers de ces entretiens, hein, semble moins porter sur des questions purement techniques, même si elles peuvent être présentes au travers de la critique de la fracturation hydraulique, par exemple, mais elles portent bien plutôt sur elles reposent sur une critique des structures politiques et notamment des modalités politiques de la mise en œuvre des techniques de géothermie profonde dans les territoires. Donc sont abordés les rapports complexes entre l'État et les territoires, par exemple. Sont également abordés les rapports d'une dépendance des collectivités locales envers le monde économique. Sont aussi abordés les rapports d'une compétition entre collectivités locales dans une même région. Et puis, c'est aussi l'expression d'une défiance manifestée par les résidents à l'encontre des élus et des médias régionaux d'information locale. Alors, on va retrouver, je vais terminer simplement comme cela, on va retrouver également, en deux occurrences, des participants au dispositif qui vont réellement plaider pour le développement, premièrement, d'un débat public, une publicisation de la controverse permettant de co-construire la décision politique locale, mais ce débat public est aussi très fréquemment rattaché à une volonté de produire des savoirs autonomes et indépendants au niveau local qui vont permettre de produire une contre-expertise. Donc en fait, le débat public est aussi rattaché à une autre forme de médiation socio-scientifique qui est la recherche participative et ou citoyenne. Alors cela pose plusieurs questions. Actuellement, c'est une petite montée en généralité que je produis afin de conclure, mais cela questionne également un phénomène que l'on très large, qui est constitué par une résurgence forte de la parole scientiste et des usages de la vulgarisation actuellement, et notamment dans les controverses environnementales et sanitaires. Aujourd'hui, le débat public au niveau national est très largement conduit par certaines vues du scientisme militant, où il s'agit de faire du fact-checking à l'encontre d'un mouvement supposé anti-vax. C'est juste un petit exemple en conclusion. Très bien, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Voilà, on peut prendre quelques questions de nouveau. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou bien en audience en ligne. Non. Pas de questions en ligne. Moi, j'ai peut-être une question cependant. J'étais très intéressé à ce que vous dites par rapport à la vulgarisation scientifique et à la coexistence savoir expert et savoir profane dans les dispositifs participatifs techniques. Quelle a été la place des scientifiques? Vous avez beaucoup parlé des profanes, mais est-ce que les scientifiques se sont aussi exprimés dans le débat public ou ont participé à votre groupe? Oui, tout à fait. Il y a eu notamment un géologue assez connu à Strasbourg qui a été très souvent utilisé par les médias locaux et qui participait également aux opérations de médiation locale en de multiples occasions. Plus rarement également dans les sources des médias locaux ou dans ces dispositifs de médiation locale qui ont pu être organisés par les municipalités, il y a eu aussi une certaine demande pour une participation de chercheurs en sciences sociales, notamment mon directeur de recherche qui a un petit peu participé sur certains débats. Par contre, il y a plutôt une non-participation, contrairement à ces occurrences dans les médias ou les dispositifs de médiation, plusieurs dispositifs de participation, de débat public, entre guillemets, ont été organisés. Et là, il y a donc par des pouvoirs politiques locaux, et là, on observe plutôt une coupure, c'est-à-dire qu'ils ont été organisés vraiment en interne, totalement coupés de l'expertise qui peut être produite sur la participation au débat public en contexte de controverses environnementales. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Voilà, s'il y a encore une question dans la salle. Il y a quelqu'un en ligne?
Oui, oui, donc il y a une question dans la salle. C'est la région française, notamment. Donc vous pouvez peut-être venir ici parce que je pense que le micro est... Oui, je ne vous entends pas très bien malheureusement. Je monte le son. Bonjour, donc Jules Delescouts, je travaille sur les controverses au sein des discours écologistes. Et je travaille notamment sur certains groupes, dont ceux qui sont à Bure et qui parlent donc de la critique antinucléaire. Et j'aurais aimé savoir si, peut-être pas dans les focus group, mais dans les débats publics, il y aurait eu des formes de comparaison avec la technologie nucléaire. Oui, 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 tout à fait. C'est d'ailleurs arrivé plusieurs fois dans mes travaux parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé sur la Commission nationale du débat public sur les nanotechnologies. Et là également, dans les deux cas, hein, en participant, en faisant des entretiens individuels ou collectifs, ou alors en participant à des réunions préparatoires d'associations ou d'associations environnementales ou d'associations de quartier qui se préparent au débat. La référence à la controverse du nucléaire civil comme militaire, d'ailleurs, est quasiment constante. La controverse nucléaire est quasiment un cas d'école qui va être réutilisé très souvent pour d'autres controverses, puisque c'est à partir de cette controverse qui commence dès les années 70, dans un contexte de guerre froide, mais aussi avec certaines publications très importantes. Je pense au rapport Meadows, où la première, enfin, le contexte est propice à cela, notamment la critique de la technocratie, qui a été très utilisée par le mouvement antinucléaire et que l'on voit ressurgir aussi dans les débats publics très locaux sur la géothermie profonde. Je pense à un événement organisé par l'EMS où on avait des représentants des associations ou des groupes sociaux d'opposants qui participaient et où l'EMS disait, voilà, nous avons longuement réfléchi pendant 3 ans et voici notre décision pour les 30 prochaines années. Et là, dans le public, un représentant d'association crie technocrate, même salaud. On retrouve bien sûr ce ne sont pas que des éléments de langage, ce sont aussi des théories qui ont été développées dans les années 70 pour répondre à cette controverse sur le nucléaire. Je pourrais citer également certains livres, par exemple Ulrich Beck, La société du risque, qui est aussi utilisé comme un livre de chevet chez certains militants et qui est à la fois un livre, quasiment un manuel de militantisme, mais aussi un ouvrage théorique, c'est un essai, hein, mais qui est un ouvrage théorique tout à fait pertinent pour analyser les controverses actuelles. Ok, merci beaucoup.